Christophe, merci d'être venu sur Déclic. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Christophe Lavert, j'ai 42 ans. Je travaille pour la ville de Palaiseau dans l'Essonne. Donc, je suis fonctionnaire territorial. Je travaille dans le milieu culturel. Donc, je m'occupe principalement des associations culturelles. Je les accompagne dans leurs projets, le suivi des partenariats, l'aide logistique sur leurs événements. Donc, je les accompagne sur, sur ce qu'ils font. Puis c'est varié, hein. Donc, il y a des associations qui sont théâtrales, peinture, sculpture, poésie. Voilà, donc c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Et je m'occupe aussi en partie de la programmation de la saison culturelle, de septembre à juin. Et je travaille aussi dans la programmation d'événements, fête de la musique, Palais aux plages. Donc c'est un événement qui a lieu la première quinzaine de juillet. Donc là, il y a un concert d'ouverture, des petits concerts after work aussi, des ateliers. Et c'est toi qui es en charge de toute cette programmation-là? Non, la programmation, c'est la direction du service culturel qui la pilote et qui la propose à la direction et à monsieur le maire, qui lui après a la validation finale. Mais nous, après, les collègues, on est tous co-acteurs de la programmation. Donc, on est amené à voir des spectacles, c'est ce qu'on appelle faire les courses. On va régulièrement voir des spectacles, et après on fait notre retour d'impression, qu'est-ce qu'on en a pensé, et on apporte nos suggestions. Ah, donc tu dois pas t'ennuyer, Non, c'est toujours assez varié oui. finalement ce que tu fais. Et, et toi, tu es non-voyant de naissance du coup également? Oui, de naissance, ouais. J'ai une rétinite pigmentaire. Ok. Et ton poste aujourd'hui, notamment à la ville de Palaiseau, ça fait combien de temps que tu es sur ce poste-là? Alors, je suis arrivé à la ville de Palaiseau en 2007. J'ai commencé, Ah oui, ça remonte. ouais, j'ai commencé, alors pas à la culture, hein, j'ai commencé à l'accueil de la mairie, au standard. Donc, j'étais au service des affaires générales. Donc, c'est le service qui gère l'état civil, les élections. Voilà, donc j'étais au standard. Puis en interne, j'ai passé des concours. Euh, Puis en 2018, on m'a proposé le poste que j'occupe actuellement. Génial. Voilà. Et dans ce poste où je suis aujourd'hui, bah, je fais aussi de temps en temps un peu d'accueil artiste. Donc c'est accueillir les artistes dans leur loge. La loge et le catering. Le catering, c'est la salle où les artistes peuvent se restaurer. Catering, c'est Catering, traiteur, c'est restauration ça. en anglais, ouais. C'est ça, tout à fait. Et les artistes, je les accompagne de leur loge sur la scène. Ok, Et en fin de spectacle, de la scène à leur loge. super. Et justement, dans le cas de ton poste aujourd'hui, comment ça se passe? J'imagine que tu as et du terrain et bah, un peu au bureau, à travailler sur des logiciels. Comment ça se passe du coup par rapport à l'accessibilité? Alors, quand la partie bureau, bah, j'utilise un PC portable avec Windows 11 sur lequel j'ai installé NVDA. Donc, c'est un lecteur d'écran open source qui est un très bon logiciel tout terrain, notamment s'il y a des parties où on peut pas, où il faut aller avec la souris, que avec la souris. En tant que non-voyant, on ne peut pas le faire. Et ben, NVDA peut permettre justement de téléporter la flèche avec le clavier et après on peut cliquer directement. Ok, donc c'est vraiment un outil d'accessibilité, notamment pour les logiciels informatiques. C'est ça. Et dans tes déplacements, tu disais que des fois tu vas justement à des événements, à des concerts, à des spectacles pour faire des retours d'impression. C'est ça. Comment ça se passe du coup? T'es toujours accompagné ou toi tu es assez autonome dans tes déplacements finalement? Oui, j'y vais régulièrement, j'y vais seul quand je fais des repérages de spectacles. Ce que je fais, c'est qu'en amont, je regarde sur internet l'itinéraire en transport en commun en fonction de l'adresse d'arrivée. Et après, bah, quand j'arrive soit avec le métro ou le bus ou le RER, bah, je rentre dans mon GPS l'adresse de destination. Et après, le GPS fait le job. Et c'est quoi qui est le plus compliqué dans ces déplacements finalement? Est-ce que c'est les transports en commun? Est-ce que c'est le guidage sur la voirie? Est-ce que c'est les traversées piétonnes? Qu'est-ce qui est le plus complexe pour toi? Le plus complexe pour moi, c'est certaines voiries, notamment quand il y a des travaux.
Surtout quand c'est bruyant. Donc on ne peut pas entendre la circulation. Donc là c'est assez complexe. Mais à force de faire des itinéraires, même quand on ne les connaît pas, après le cerveau il crée des chemins neuronaux. Donc faire des itinéraires qu'on ne connaît pas, à force enfin, de répéter l'expérience, on a de moins en moins de mal à emprunter un chemin inconnu. Et quel a été ton déclic à toi, justement, de te tourner vers les nouvelles technologies pour pouvoir être plus autonome dans ton quotidien? On a beaucoup parlé un peu en off des solutions que tu utilisais, des outils. Est-ce que ça t'as toujours été à fond sur la nouvelle technologie ou est-ce qu'il y a une période de ta vie où tu t'y es vraiment intéressé? Alors, j'ai toujours été plus ou moins intéressé par les nouvelles technologies. Même quand j'étais au lycée, l'informatique m'a toujours intéressé. J'ai un bac littéraire et après je me suis dit, bon, je vais faire une formation de développeur informatique. Comme après il y a beaucoup de débouchés là-dedans. Et bon, je me suis fait avoir parce que j'étais un bon utilisateur, mais la programmation, ça n'a rien à voir avec utiliser un logiciel. C'est comme si que je donnais l'exemple d'un un bon pilote, un bon conducteur de voiture ne peut pas être forcément un bon mécanicien. Bien sûr, oui. Voilà. Et ben C'est une belle l'informatique c'est métaphore. pareil. Donc, après le bac j'ai fait un an de prépa développement informatique. Donc je me suis un peu cassé les dents et après je me suis orienté vers le métier de la téléphonie de l'accueil, secrétariat. Suite à laquelle après j'ai trouvé l'emploi à la mairie de Palaiseau. Ton emploi idéal, est-ce que j'ai compris, où tu t'épanouis vraiment? La culture, ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui t'anime. Oui, tout à fait. Et en plus de mon travail, je suis guide touristique à mon compte. Ok, en quoi ça consiste du coup? Bah, c'est faire des visites, soit de monuments, de musées, des balades historiques. Voilà, mon employeur fait de temps en temps appel à moi, mais là c'est dans le cadre de ma mission pour la ville de Palaiseau, pour faire visiter des monuments de la ville. Là, aux dernières journées du patrimoine, j'ai fait visiter le samedi l'hôtel de ville, qui est un ancien hôtel particulier, et le dimanche une église. On fêtait les centenaires de cette église, et du coup j'ai fait visiter dans le cadre des JEP. Et les personnes qui nous écoutent et qui sont potentiellement pas du tout sensibilisées au handicap visuel, ils vont se dire mais alors un aveugle qui fait visiter des monuments, comment il fait? Alors c'est un avantage parce qu'il y a le côté exotique. Un aveugle qui fait guide, bon, on est les pionniers, hein. Je fais partie de la première promotion 2020-2021. Donc après, bon, il y en a eu d'autres, hein, mais on est encore très peu de guides touristiques non-voyants. Et comment ça se passe du coup? Faut que tu aies un apprentissage en amont, que tu fasses des repérages du bâtiment pour pouvoir vraiment déambuler facilement à l'intérieur et puis après pouvoir expliquer les différentes étapes. Est-ce qu'il y a un apprentissage Alors, ce que je fais en amont, je fais d'abord des repérages sur Internet. Ok. J'utilise l'IA pour justement me faire des historiques du bâtiment et descriptifs. Après, je me rends sur place, je fais des repérages, je prends des photos et après, je demande à l'IA de me décrire les photos. Ok. Voir si les descriptions des photos que j'ai faites et de sur Internet, si c'est raccord. Et puis après, je me fie à ce que m'a fait la description de l'IA des photos que j'ai prises. Parce que je suis sur place et Donc il y a et la préparation en amont de ton côté et après de la validation et de la vérification avec de l'IA. de l'IA sur place. Et aussi, je m'inspire de textes que je télécharge sur Internet pour bien développer le volet historique. Parce que ça, c'est important. Et aujourd'hui, ça te prend combien de temps de faire tout ça pour une visite guidée? Une visite guidée, bah, mettons, je fais visiter un bâtiment ou un monument le samedi. Faut que je m'y prenne au moins une semaine à l'avance pour bien faire mes recherches sur Internet. Faut que je vienne aussi un jour ou deux avant sur place pour me repérer.
je fais plusieurs fois la visite, tout seul, pour après être opérationnel pour accueillir le groupe. C'est des groupes de combien de personnes, du coup, que tu accueilles à chaque fois? À chaque fois, entre 5 et 10. Ok. Voilà. Le plus grand groupe que j'ai eu, c'était 12 personnes. Ça commence à faire quand même. Ouais, 12 personnes, c'est un peu. Après, il faut aussi que le public se sente bien. Si, parce que bon, faut aussi bien porter la voix, et si les personnes sont un peu éloignées et qu'elles n'entendent pas, c'est pas non plus la solution. Ou alors il faut que. Il y a ce qu'on appelle des audio guides. Audiophone, pardon. Audiophone, c'est que j'ai un micro sur moi, puis les personnes elles ont une oreillette, et si elles sont un peu éloignées de moi, bah, elles peuvent entendre ce que je dis. Mais moi, j'ai pas investi là-dedans, je préfère parler comme ça, en off, bah, comme je te parle à toi. Mais sans le micro. Sans micro, ouais. Génial. J'ai hâte de faire une visite guidée avec toi, du coup. Ah bah ouais, bah, carrément. Bah, alors, tu peux me lancer un défi. Choisis le lieu que tu veux visiter, tu me dis, et ce sera avec grand plaisir. Il faut pas me prendre au mot. Ok, bah écoute, j'y songe. Et puis, et on pourra publier aussi pour nos auditeurs la prochaine visite guidée qu'on fait. J'y songe, je vais voir. Je vais te mettre au défi aussi, un petit Ouais. challenge, hein. Mais en plus, tu me parles d'IA, donc ça facilite le travail. Est-ce qu'avant, tu parles d'IA dans le cadre de la préparation justement de tes visites? Comment tu faisais avant quand il n'y avait pas d'IA? Bah, j'ai eu la chance d'être certifié en 2021. Donc, c'est, en gros, j'ai été certifié en même temps que le déploiement de l'IA à grande échelle. Donc, j'ai pas connu la période où il n'y avait pas l'IA. Donc c'est facile. Bon, en 2021, c'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui, parce que c'est une technologie qui évolue vraiment à très grands pas. Mais j'ai de la chance de travailler avec l'IA dans ce domaine-là. Et comment toi, t'appréhendes justement les nouvelles technologies? J'avais fait un épisode juste avant avec Pierre-Emmanuel Ramé, qui est également non-voyant, et qui disait bah, voilà, c'est vraiment un gain d'autonomie pour nous en tant que personnes non-voyantes, mais aussi malvoyantes. Comment toi, aujourd'hui, tu vois les choses sur cet aspect-là? Ah bah c'est une bénédiction, hein. Ouais, clairement. Une nouvelle technologie. Après, l'intelligence artificielle peut faire peur. Euh, Après, il faut l'entendre, que des gens soient réticents et inquiets, parce que bon, tout ce qui est nouveau peut engendrer de l'angoisse. Mais moi, me concernant, non, non, pas du tout. C'est quelque chose, tout ce qui peut m'aider au quotidien, je le prends, hein. Et j'ai cru comprendre que tu utilises quand même beaucoup d'applications sur ton téléphone. Oui. Euh, Comment ça se passe la, la coordination de ces applications-là? Parce que j'imagine que tu m'as parlé on va pas citer tous les noms, mais tu m'as parlé d'une application qui permet de prendre une photo et te décrire ce qu'il y a sur cette photo. Oui. Une autre, tu disais dans les transports, quand j'ai pas la vocalisation, je l'utilise aussi pour savoir à quel arrêt je suis parce que j'ai eu un coup de téléphone et du coup j'ai perdu le fil et j'ai pu compter mes stations. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même quelque chose de. Pour moi, c'est prodigieux, hein. Parce que, bon, quand un transport, si le train il est vocalisé, tant mieux. Mais malheureusement, il y a encore des vieilles rames qui ne le sont pas. Et même certaines rames récentes qui sont vocalisées, des fois, pour des raisons inconnues, on ne sait pas pourquoi, euh, la vocalisation n'est pas activée. Donc on prend la bonne vieille méthode à l'ancienne de compter les stations. Et bah, si on a perdu le fil, bah oui, on sort le téléphone et on lit avec Singai, euh, on met la caméra à travers la vitre et ça lit le nom de la station. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une bonne pratique parce que j'ai rarement entendu des personnes déficientes visuelles qui utilisaient Singai comme ça. Donc, ça peut être une bonne pratique pour des personnes déficientes visuelles qui nous écoutent et qui ont pas eu l'habitude. Et souvent, moi, tu sais que j'ai cofondé EasyMob, Oui, une société du coup qui développe des solutions numériques pour les personnes déficientes visuelles pour se déplacer avec le plus d'autonomie possible.
Et quelque chose qui était beaucoup revenu et que je constate encore beaucoup sur le terrain, c'est le téléphone dans la main. D'utiliser son téléphone dans les transports. Et donc, il y a des personnes qui sont réticentes à cela. Quel est, toi, ton point de vue là-dessus? Voilà, la réticence, oui, c'est la peur de se le faire arracher. Soit oui, de se le faire voler ou le faire tomber. Mais bon, si ça peut nous aider, enfin moi j'ai pas de réticence à le sortir. Ouais, c'est ça, c'est... Au pire, bon, c'est malheureux, mais si je me le fais voler ou si je le casse, bon, il est assuré et puis je m'en prends un autre. Bon, c'est pas à souhaiter, mais tout ce qui peut me sortir de certaines situations inconfortables, j'utilise, sans problème. Bah, comme tu disais là, quand tu sors le Seeing Eye pour savoir où tu es, sur quelle station de métro. Donc là, on peut voir concrètement, en fait, tu l'utilises, tu sors et tu scannes et ça te permet de savoir où tu es. Donc ça, Oui. c'est un gain aussi d'autonomie. Ah bah oui, Quelque chose que je dis et qui revient souvent dans tous mes podcasts parce que bah, c'est la réalité du handicap, c'est que quand on n'arrive pas à rentrer par la porte, on passe par la fenêtre et il y a toujours une solution de contournement c'est pour ça. avoir la bonne information. Et je sais que les méthodes de contournement par certains DV sont mal vues et mal perçues. Qu'on a tendance à attendre que la société soit pleinement accessible à 100%. Mais on devrait nous inciter justement au maximum à utiliser les méthodes de contournement. Parce que c'est ce qui peut nous permettre de rester à flot. Parce que si malheureusement on monte dans un métro qui n'est pas vocalisé et que on attend qu'ils se mettent à parler, on peut attendre, on peut louper On 10 peut fois sa attendre 20 station. ans. Voilà, c'est ça. Donc il faut aussi qu'on avance. Homère, un auteur aveugle dans l'Antiquité, j'ose même pas penser comment était l'accessibilité à son époque, hein, ça devait être horrible. Mais Tu parles de Homer, Homère, ouais, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, Ok. voilà, donc Qui était aveugle. il était aveugle, ouais. Et à son époque, l'accessibilité, j'ose même pas y penser, hein, ça devait être... aujourd'hui, c'est Disneyland hein, par rapport à son époque à lui. Mais ça ne l'a pas empêché de réussir. Quand on veut vraiment... quand on désire ardemment quelque chose, on l'obtient d'une façon X ou Y, quoi. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, ouais. Et donc toi, justement, ces solutions de contournement, tu les utilises au quotidien. Est-ce que tu as toujours été dans cet état d'esprit? Ou est-ce que ça change avec les solutions qui s'offrent à toi, avec ta vision des choses, avec aussi, bah, on grandit et du coup, on a d'autres... Alors j'ai toujours été plus ou moins dans cet état d'esprit, et plus j'avance, plus ça me conforte dans ce système, parce que bah, le RG2A, c'est une très bonne chose, hein, mais les sites... Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le RG2A pour les personnes qui nous écoutent et qui c'est ne connaissent pas? réglementation générale... Sur l'accessibilité numérique. Accessibilité numérique, ouais. Alors, j'ai pas les termes exacts, mais c'est l'accessibilité numérique, enfin, c'est des normes, c'est une loi qui est passée, que tous les sites publics doivent être accessibles pour les personnes utilisatrices de lecteurs d'écran. Et Et RAM sur téléphone. Enfin, sur les smartphones pour tout ce qui est application. donc on aimerait que ça avance vite, ça va pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais justement les méthodes de contournement permettent de pouvoir continuer à avancer malgré un manque d'accessibilité. Et l'IA, justement, l'IA, elle a un peu devancé le RG2A parce que certains sites où il y a encore des captchas, où c'est des photos, des images, le texte, le lecteur d'écran ne peut pas déceler directement, donc on fait une capture d'écran et on demande à l'IA de ChatGPT ou Be My Eyes de décrire la photo, et on lui demande relève le texte qu'il y a sur les captchas, et il me donne le texte. Et après, j'ai juste à le recopier et le coller dans la zone d'édition. Ouais, donc là, c'est du pratico-pratique. C'est ça. Donc une situation bloquante, en fait, on peut le voir là, c'est t'arrives sur un site, t'as un captcha, mince, qu'est-ce que je fais? Je sors du site, je vais ailleurs. Bah là, non, je peux contourner avec une solution, avec une IA qui me permet de lire la description du captcha. L'IA a coupé l'herbe sous le pied du RG2A. Et c'est une très bonne chose, hein. Et après, bon, je souhaite aussi que le RG2A avance et qu'à terme, il y ait un maximum de sites accessibles. Mais il faut aussi
pas être dans le déni du réel et que enfin, tout ne peut pas avancer aussi vite qu'on voudrait et 100% d'accessibilité, malheureusement, c'est, ça peut être chimérique. C'est le monde des bisounours. Voilà. Après, il faut tendre vers ça pour qu'on puisse mener des étapes pour y accéder, mais effectivement, le 100% accessible paraît compliqué, où il faut reconstruire une ville de bout en bout sur un terrain tout neuf pour tout repenser, quoi. Et puis justement, plus nous, on va s'engager et s'investir, plus le monde qui nous entoure sera accessible. Parce qu'on aura nous-mêmes co-conçu notre accessibilité. Même un exemple tout simple, hein, je suis inscrit dans une salle de musculation. Quand je suis arrivé, bon, les poids étaient un peu rangés n'importe comment. Mais les gars qui commencent à me connaître, ils me croisent régulièrement, et du coup, ils voient que je peux galérer si c'est mal rangé, et ils rangent instinctivement les poids bien comme il faut. Il y a presque plus rien qui traîne par terre. Voilà, c'est ça enfin, l'engagement et... Christophe est devenu celui qui ordonne le rangement à la salle de Ah non, sport. non, 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 j'ai même pas ordonné, hein, les gars ils font ça naturellement. Ah oui, parce qu'ils t'ont vu chercher C'est en ça. fait les choses et ils ont vu que ça posait problème. Ils veillent à ce que rien ne traîne par terre. C'est naturel. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu faisais du sport aussi. Donc tu me parlais que... alors je crois que ce matin à 7h du mat, t'étais à la salle de muscu. Oui. Oui, Et t'as pratiqué un peu de course à pied, il me semble aussi. oui. Oui, la salle où je suis inscrit, il y a aussi des tapis de course, donc je peux faire du cardio sur place. Après, quand je cours dehors, là, il faut que je sois guidé, bien sûr. C'est facile de trouver un guide? Oui, oui, bien sûr. Je cours avec mes sœurs, des amis. J'ai fait plusieurs courses aussi. Des courses pareil, avec mes sœurs, des amis. Même quand je cours en loisir. Sans... Mais bon, quand je suis tout seul, je cours sur tapis pour justement. Bah oui. Et c'est pas évident, hein. Moi j'ai essayé de courir sur un tapis, je galère un peu hein, Ah, quand même. Hein. il faut se tenir, hein, parce que Ouais. il y a un gars à la salle, il s'était pas tenu, il est tombé, il s'est un peu fait mal à l'épaule. Parce que quand tu te tiens pas, tu as tendance à dévier. Mais bon, quand tu vois pas, tu te rends pas forcément compte. Donc c'est mieux C'est de mieux se de se tenir. tenir. Ouais. Bah, comme Après, un guide quoi, tu ouais, tiens c'est ton ça. guide devant. Après, la pluie n'est pas le même que dehors, hein. Quand on court sur tapis, ça rebondit. C'est pas le même sentiment que dehors. Après, oui, dehors, ça n'a pas son pareil. Hein. T'es au grand air. Et est-ce que le sport est justement la course à pied? Parce qu'on peut se dire... Alors moi je suis voyante. euh, et du coup, alors je me suis déjà fait une fracture de la cheville en me prenant une racine, tu vois, en courant. Je me dis quand on est aveugle, ça doit être encore plus... on doit avoir encore plus d'appréhension parce que finalement, on accélère notre vitesse. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de marcher et là, on passe à une vitesse au-dessus, donc on court. Et du coup, tout le terrain devient encore enfin, ça donne peut-être encore plus d'appréhension. Enfin, c'est ma vision à moi des choses. Est-ce que du coup, le fait de courir sur des chemins comme ça, instables, te permet d'être plus en confiance une fois que tu marches? Ou est-ce que la course à pied pour des personnes aveugles et malvoyantes permet d'être encore plus autonome dans les déplacements? Ça développe l'autonomie, hein, tout à fait. Déjà, les réflexes, quand on se prend les pieds dans une racine, tout de suite on se crispe. C'est le système nerveux central quand tu vois, tu anticipes avec la vue. Mais quand tu vois pas, si tu te prends les pieds dans un obstacle, tout de suite ton corps il se rétracte pour pas tomber. Tu t'es déjà pris des bonnes gaufrées? Oui, oui. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager justement sur ta pratique sportive? Et toi, course à pied ou autre sport? Comme tu veux, parce que j'ai cru comprendre que tu fais d'autres sports, c'est ça? J'ai fait beaucoup de judo. Ok. Je suis ceinture noire deuxième dan. Ah oui, et il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui font du judo. Oui, oui, parce que c'est un sport de contact. Donc forcément, il n'y a pas besoin de voir pour faire du judo. C'est ce qu'elle me disait, j'ai eu un tournage avec
avec Cécile, et c'est ce qu'elle me disait, ouais, tout à fait. Et du coup, quand la garde elle est installée, on sent, enfin, on sent les sensations quand le partenaire il est en mouvement, on peut anticiper ce qu'il fait, c'est vraiment un sport qui est totalement adaptable pour un déficient visuel. Et est-ce que tu as une petite anecdote du coup à nous partager? Que ce soit au judo ou à la course à pied? Course à pied, oui, la chute quand j'ai eu en off là. Tout à l'heure, quand on parlait en off, j'avais dit que oui, j'étais tombé. Parce qu'au travail, tous les ans, il y a ce qu'on appelle les 400 à l'heure. Une équipe doit faire un maximum de tours sur une piste de 400 mètres. Et j'avais fait un repérage pour courir autour de la piste, tout seul. Et pour une raison X ou Y, j'ai tourné trop tôt. Et du coup, je me suis engagé sur la piste des lancements pour le saut en longueur. Mais dans l'autre sens. Et du coup, je me suis pris les tibias dans une barrière en bois. J'ai fait un salto avant et je suis tombé à plat dos dans le sable. Une crêpe. Depuis maintenant, même au stade, quand je cours guidé parce que c'est moins risqué. Ouais. Le goût du risque quand même, hein. Ouais. J'avais tourné un podcast aussi avec Nicolas. Alors lui, il est plutôt malvoyant, mais je crois que tu avais écouté cet épisode-là Oui. avec lui. Et vous aimez bien le risque quand même, hein. Bah oui, il faut de temps en temps sortir de sa zone de confort. C'est Bien sûr. comme ça qu'on progresse. Exactement. Et toi, au niveau du coup Donc tu fais du sport, tu es guide touristique, tu as cette fonction au niveau de la mairie de Palaiseau. Oui. Donc tu as déjà, je pense, beaucoup d'activités, hein. Tu t'ennuies pas dans ton quotidien. Non. Et ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que tu travailles aussi aux côtés de start-up comme tu as Quasiment. fait, ouais. Comme tu as pu faire avec nous. Oui. Justement pour faire avancer les questions d'inclusion, d'accessibilité, parce que c'est important que les développeurs et que les ingénieurs qui travaillent sur des solutions pour des personnes en situation de handicap visuel soient vraiment proches de leurs usagers finaux. Euh, quelle vision tu as justement de ces co-conceptions, de travailler avec les startups qui innovent sur cet aspect-là? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est aussi une preuve d'engagement. C'est nous-mêmes qui co-concevons les applications qui nous aident au quotidien. Puis les développeurs, ils font un travail formidable. Puis le fait d'échanger directement avec eux, c'est quand même quelque chose, c'est un privilège parce que toutes les applications sur les stores, les utilisateurs n'échangent pas directement avec les développeurs. Et il y a un enjeu encore plus important sur la déficience visuelle, c'est la personnalisation, parce que tu m'as dit que tu avais d'autres personnes en situation de handicap visuel dans ton entourage. Est-ce que ton point de vue est le même que le point de vue de la personne qui est dans ton entourage ou pas forcément? Non, parce que il y en a qui sont plus kinesthésiques, d'autres qui sont plus auditifs. Et du coup, le handicap visuel ne s'apprend pas. Donc, déjà, il y a une différence entre un aveugle et un malvoyant. C'est limite de handicap C'est différents. deux handicaps différents, oui, tout à fait. Et même deux aveugles, s'il y en a un qui est plus kinesthésique et l'autre qui est plus auditif, il va pas appréhender son environnement de la même manière. Kinesthésique, C'est la sensation du repérage de ton corps dans l'espace. on parle aussi de sens des masses, est-ce que ça rejoint ça ou... Alors, le sens des masses, il est un peu plus auditif et sensoriel. Ok. Tu longes un mur, tu arrives au niveau d'une cour, l'acoustique n'est pas la même. C'est ça le sens des masses. Et toi, t'es plutôt quoi du coup? Plutôt auditif ou plutôt kinesthésique? Je suis plus, 1, 2, 3, kinesthésie. je suis plus kinesthésique. Ok. Donc toi, c'est plus dans un espace et appréhender son espace, c'est ça? Bon, appréhender, ouais, tout à fait. Appréhender l'espace. Bon, après, je me sers aussi beaucoup de mes oreilles, hein. Et non, moi, après, j'ai une prédominance kinesthésique. Et ça passe par le toucher du coup? Le toucher et le mouvement du corps dans l'environnement. Et même quand je dois aller quelque part dans un lieu que je connais pas, je m'imagine dans ma tête l'environnement et je me fais l'itinéraire dans ma tête en marchant. Et tu le fais de chez toi?
Ouais, de chez moi. Ou du bureau. Ouais. Bon, là, demain, j'ai je vais sur un événement littéraire après, demain en fin d'après-midi. Bon, je connais déjà l'endroit, j'y suis allé plusieurs fois. Mais la première fois que j'y suis allé, quand j'étais au bureau, dans ma tête, je me faisais l'itinéraire en RER, après en bus, et après, en fonction de ce que me disait Google Maps quand je faisais le repérage, bah, je faisais dans ma tête, je me voyais marcher à pied entre l'arrêt de bus et l'entrée de l'établissement. Et c'est quoi les étapes du coup que tu dis dans ta tête? Genre tout droit, à droite. Toi, tu utilises plutôt à droite, à gauche, à 9h, à 3h. Moi, c'est plutôt droite-gauche. Toi, c'est droite, gauche. Ouais. Ouais, tu vois, ça aussi, c'est hyper. C'est pour ça que je parlais de personnalisation, parce que il y a beaucoup de personnes aveugles qui utilisent les L'horloge, horaires. ouais, moi Ouais. j'ai du mal avec cette représentation. Ouais. Donc c'est vraiment cette notion de personnalisation, parce que tu peux, comme tu dis, une personne malvoyante et une personne aveugle, c'est déjà, ça peut être considéré comme deux handicaps différents, tellement il y a une différence dans la manière d'appréhender les espaces, la locomotion. Du coup, sur les personnes aveugles, on a des personnes comme toi qui utilisent le droite-gauche et d'autres qui vont être vraiment sur le à 9h, à 3h. Donc c'est vraiment c'est très personnel. Ouais, donc quand je fais des repérages, on va dire oniriques dans ma tête, je me vois directement en train de faire le repérage. Ou alors des fois, je fais ce qu'on appelle je suis exocentré. Donc je me vois en dehors. Tu sais, comme si tu regardais une vue d'hélicoptère. Ah ouais, ok. Tu te, En fait, tu sors du référentiel. Voilà, je sors de référentiel et je me vois ce qu'on appelle s'exocentrer. Ouais, c'est très technique et mathématique en fait, la déficience visuelle. Voilà. Après, j'ai eu la chance de le faire quand j'étais en formation. J'ai fait de la gestion mentale, une psychologue qui faisait aussi de la PNL, programmation neurolinguistique. Et ça, c'est une richesse inouïe hein, pour les personnes comme nous. Ça consiste en quoi du coup? Justement, pour nous aider à appréhender notre environnement, aussi comment se voir en société. Euh, Parce que c'est vrai que la programmation neurolinguistique, c'est en fonction des mots que tu emploies et que tu te dis dans ta tête, bah, tu peux réussir ou échouer dans différents domaines. Ah ouais, c'est très poussé psycho en Ouais. fait. Si tu te dis, si tu vois le monde comme hostile, bah, tu vas te mettre des limites. Et après, toi, tu vas te voir aussi. Si toi tu te vois comme quelqu'un de vulnérable et de faible, bah, ça va t'inhiber aussi dans ta progression. Et si tu te vois quelqu'un de confiant, résilient, dans un environnement plein d'opportunités, bah là, tu as une autoroute devant toi hein, pour avancer. Et toi, c'est quoi qui te représente alors? Bah, moi, je me vois comme quelqu'un de plutôt de fort et résilient dans un monde rempli d'opportunités. Très optimiste. Mais moi, je suis pareil. Comment tu me vois, toi? Pareil, bah, très positive. Tu es positive, enjouée. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, Voilà, alors. c'est ça. Pour faire avancer les choses. Tout à fait. Bah, merci beaucoup pour cette vision des choses. Cette approche, justement, comme on le disait, sur la co-conception avec les solutions, avec les développeurs. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et de plus en plus, ce que je vois, c'est que même des grands groupes, des sociétés initient des démarches de groupes d'usagers avec des personnes en situation de handicap à l'intérieur pour vraiment avoir cette co-conception qui est en fait primordiale dans le cadre d'un produit que tu vas livrer à une population, à un public cible. Euh, et c'est quelque chose qu'on nous avait toujours dit. Moi, quand j'ai créé Zimob il y a 5 ans, c'est attention de ne jamais faire l'erreur de partir comme des développeurs et des ingénieurs qui savent tout et de comment développer les choses, mais en oubliant les usagers finaux derrière. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette approche effectivement de vraiment intégrer les usagers des les premières lignes de code de la solution. Parce que bientôt, nous, alors tu fais partie d'un des groupes d'usagers des immeubles, parce qu'on sort
une belle app au mois de septembre, sur lequel je vais pas en dire plus parce que c'est encore dans les starting blocks. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des premières interfaces que tu as pu tester? Bah, elles sont très intuitives, puis elles représentent ce que nous, on a justement fait remonter aux développeurs. Et sur la solution en elle-même, est-ce qu'elle va pouvoir permettre de faire? Bah, va permettre de pouvoir nous guider au quotidien, puis aussi nous aider, notamment dans les parties qui sont pas forcément balisées par des GPS classiques, notamment comme la porte de Versailles. Pour un DV, c'est assez cauchemardesque, hein. C'est tout ce qu'ils ont industriel, parc d'exposition. On sait qu'une solution comme ça, pour nous, ça peut être que bénéfique. Et aussi de donner l'information d'eux, parce que je crois que ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce qui est important, c'est aussi bah, les événements qui font des efforts pour l'accessibilité, pour l'inclusion. Bah, c'est aussi une porte d'entrée, parce que Oui. typiquement là, bah, on tourne cet épisode au sein du parc des expos, porte de Versailles. Il y a plein d'événements qui sont en cours là, donc ça fourmille un peu dans tous les sens. Euh, Est-ce que toi, tu es déjà allé un peu comme ça allez hop, je vais à cet événement, je regarde pas et puis je verrai sur place? Je l'ai fait une fois. Je suis allé au salon de l'auto. C'était en 2014, je crois. Parce que on commençait vraiment massivement à déployer les voitures électriques. Et à l'époque, il n'y avait pas de réglementation qui imposait un bruit. Et du coup, j'étais allé pour parler aux constructeurs, leur dire attention, voiture électrique, bon, c'est une bonne chose, hein, mais l'absence de bruit peut être dangereux pour nous parce qu'on ne les entend pas arriver. Et encore une fois, ça montre ton engagement parce que effectivement, la société grandit d'une vitesse et les innovations vont très vite. Et il faut faire attention que dans toutes ces innovations, on prenne en compte le handicap et l'accessibilité, parce que des fois, on veut aller très vite et on oublie en fait des facteurs. Et typiquement, ouais, j'ai eu effectivement écho des voitures électriques bah, pour une personne aveugle qui traverse les cheminements piétons. Demain, il y a une voiture électrique, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de signalement, c'est hyper dangereux. Donc, Bon, maintenant, il y a un bruit, hein, maintenant, ouais, ouais, ouais. ouais, c'est obligatoire. Les Zoé, les Tesla, Mais avant, avant ça, c'était aussi oublié. c'est oublié, ouais. D'où l'importance de l'engagement. Mm. Plus on sera visible, et plus la société fera. C'est naturel, hein, elle fera les choses naturellement pour nous faciliter la tâche. Super. Il n'y a pas besoin de faire ça au forceps, ça se fait bah, comme je disais tout à l'heure à la salle, hein, le fait de me voir, les gars, ils font attention à ce que rien ne traîne par terre. Voilà, c'est ça l'engagement. Et plus on sera nombreux à occuper l'espace public, et plus la société s'adaptera naturellement. Donc, faut sortir. Il faut sortir, oui. Et si on se prend un poteau, un arbre, c'est pas grave. On a le droit de. Ça fait partie de la vie aussi, de se perdre. Faut oser. Bon, on apprend toujours. Voilà. Bah, merci beaucoup, Christophe, pour ce partage, Avec grand plaisir. pour cette vision. J'ai un petit jeu à te faire faire, Oui. parce que à la fin de chaque épisode, je fais piocher un mot à mes invités. Alors, je vais te tendre le verre. T'as un verre qui est pas très loin. Hop. Qui est juste devant toi. Je te laisse tirer un mot. Alors, c'est un mot qui est écrit sur une feuille de papier. Et je vais te laisser le lire. Alors là, il doit se dire, non mais Camille, sérieux, tu fais lire un mot sur un papier à une personne aveugle. Avec ça, c'est pas un peu débile ce que tu nous fais faire? Maintenant, Eh ben non, parce qu'il y a la nouvelle technologie qui existe. Et donc Christophe, je te laisse nous décrire un peu ce que tu es en train de faire. Donc tu as sorti ton téléphone, c'est ça? Ouais. Alors il a mis ses écouteurs pour pas qu'on ait le retour de la synthèse vocale. Alors c'est de l'autre côté. J'aurais pu écrire recto verso, c'est vrai. Je vais tout refaire avec Be My Eyes parce que Singai, comme c'est en temps réel. Fascination. Il a dit quoi? Fascination. Fascination, ouais.
Alors, c'est dur, hein, fascination. Est-ce que tu es fasciné par quelque chose? Alors la fascination, c'est un mot, c'est assez ambigu parce qu'on peut être fasciné par quelque chose qu'on adore, mais on peut aussi être fasciné par quelque chose qu'on aborde ou qu'on redoute. Si je suis fasciné par quelque chose, depuis tout petit, oui, je suis fasciné par le ferroviaire, les trains. Ah ouais? Ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. Faut qu'on vienne tester, que tu viennes tester. T'as déjà testé la solution guide qu'on fait avec SNCF Voyageurs? Non. J'ai testé l'application qui détecte les portes. Ouais, ça c'est ce qu'on fait dans le transport Ouais. classique. Mais on a sorti une nouvelle solution qu'on fait avec SNCF Voyageurs pour faire le guidage des portes des trains avec la vocalisation du numéro de la voiture, guidage jusqu'au siège, Ça c'est bien. validation justement du siège où on est, et après guidage sur les toilettes avec description des toilettes et guidage demain dans les TGV jusqu'à les voitures bar. Ah bah ça m'intéresse. Et bah, on va t'inscrire pour le prochain test du coup. Ouais. Donc fasciné par le ferroviaire. Voilà, après, oui, c'est un mot, fascination. On peut te fasciner aussi par quelque chose. Notamment, dans beaucoup de médias, on parle beaucoup de dictateurs, de personnes qui ont fait du mal. Et c'est aussi une fascination envers ces. On devrait être fasciné plus par des gens qui font le bien. Comme moi, Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King sont des hommes qui me fascinent parce qu'ils ont fait beaucoup de bien autour d'eux. Super. Merci Christophe. Avec grand plaisir. On finit sur une belle fin, je trouve. Tu me parles de personnes effectivement qui ont fait du bien à la société. C'est ce qu'on veut avec le podcast Déclic. Et on devrait justement en parler plus de ces gens-là. On parle trop de gens qui ont fait du mal. Et pour orienter justement la fascination autour du bien. Et ben nous, on va essayer de faire du bien avec cet épisode et avec Déclic. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Merci beaucoup Christophe pour ton temps d'être venu sur Déclic. Et puis je te dis à très vite. Et puis on va bientôt aller sur les quais avec les trains de la SNCF pour tester guide. Ah oui, carrément. Avec grand plaisir. Allez, merci Christophe, à bientôt. À bientôt.